avec notre invité ce soir, nous allons évoquer les 50 ans de parcours du CAMES. Le CAMES, le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Et puis nous évoquerons également l'enseignement supérieur en lui-même, comment relever le défi de l'adéquation formation-emploi. Nous recevons pour parler de tout cela Pascal Edo Agbové, qui n'est plus à présenter. Il est expert et formateur en entrepreneuriat. Monsieur Agbové, bonsoir. Bonsoir. Alors, sur le premier sujet, les 50 ans de parcours du CAMES. Alors, tout le monde évoque aujourd'hui le CAMES. Quand vous suivez même les publicités dans les chaînes de radio, de télévision, sur les grands instituts de formation, on parle de reconnaissance par le CAMES. Est-ce que, selon vous, le CAMES a permis de changer fondamentalement le niveau de l'enseignement supérieur en Afrique? Merci beaucoup et merci pour l'intérêt à ce sujet. Moi, en tant que formateur ou bien expert en développement, moi, je n'ai pas d'éléments pour apprécier le niveau d'amélioration de l'enseignement supérieur par rapport aux efforts faits par le CAMES. L'essentiel pour moi, c'est de voir est-ce que les formations données dans les universités, dans les écoles supérieures répondent aux enjeux de développement. Est-ce que ces formations permettent aux diplômés sortis de ces universités de pouvoir trouver facilement de l'emploi ou bien de pouvoir d'être en mesure de créer leur entreprise. Pour moi, c'est l'essentiel. Tant que nous n'aurons pas, en fait, on n'a pas ce résultat, alors je ne saurais comment apprécier la performance ou bien l'efficacité du travail de CAMES. Voilà, donc je n'ai pas d'éléments. Parce que nous constatons que les diplômés qui sortent de nos universités ne sont pas aptes à exercer, à entreprendre, et ils ne répondent pas aussi aux attentes des entreprises ou bien même aux enjeux de développement. Donc pour moi, je ne sais pas sur quelle base CAMES donne des directives aux États pour mettre en place des programmes de formation supérieure adéquats. Donc je n'ai pas d'éléments d'appréciation. Le seul indicateur, comme je le dis, à mesurer, c'est de voir combien d'étudiants les universités forment et combien arrivent à être insérés dans la vie professionnelle. Voilà. Justement, quand on prend simplement ce domaine, on voit chaque année, il y a des dizaines de milliers, si on doit prendre le continent, et dans notre pays, des centaines qui sont déversés chaque année sur le marché de l'emploi. Mais le taux de chômage grimpe de temps en temps. Alors, ça veut dire quoi? Qu'on forme des chômeurs? Naturellement, vous savez que ce dont l'Afrique a besoin essentiellement pour booster son développement, c'est la formation de qualité de ses citoyens et aussi la bonne gouvernance. Et donc, une fois que les programmes de formation supérieure ne seront pas basés sur la vision que les États ont et ainsi que les stratégies, les domaines prioritaires qui sont définis pour booster le développement du pays, si on ne tient pas compte de ces éléments, alors l'État va investir dans l'éducation pour former les diplômés, mais pas des compétences capables de pouvoir travailler dans la dynamique de développement du pays. Donc voilà un peu le premier enjeu. Deuxième chose, il faudrait que les formations puissent répondre vraiment aux attentes des entreprises qui sont appelées à employer les jeunes qui sont formés par ces universités. Autre chose également notée, fondamentale, qui est important, c'est l'orientation même des jeunes au niveau des parents. Parce que les jeunes à un moment donné ne sont pas bien orientés. Parce que chaque individu a des talents, a des prédispositions. Donc, si l'enfant ne choisit pas la bonne filière, ne choisit pas le bon domaine qui répond à ses talents, alors il va aller à l'école pour avoir le diplôme, mais il ne sera pas à l'aise dans l'exercice de ses fonctions. Il ne pourra pas réussir. Donc ces éléments sont très importants à prendre en compte en ce qui concerne la formation, surtout celle qui est du niveau supérieur. Ouais. Voilà. Alors justement, au niveau du supérieur, c'est là-bas qu'on espère avoir les têtes bien faites qui vont développer le pays demain. Mais quand on regarde l'uniformisation qu'on voit aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, est-ce que ça répond aux besoins de l'Afrique? Je ne pense, je dirais oui et non, parce que quand nous faisons la comparaison, les pays développés, quand nous prenons le Canada, la France, la Belgique, la Chine, plusieurs pays aujourd'hui émergents, que nous appelons pays développés, je crois que ces pays n'ont pas les mêmes programmes d'éducation. Mais ces pays se connaissent vraiment, ont évolué. Donc, moi je pense que la question fondamentale, est-ce que les programmes de formation mis en place, ou bien les directives de CAMES ont permis à nos États de mettre en place des programmes cohérents par rapport aux priorités de développement de nos pays? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, dire qu'on a fait 50 ans, oui c'est bon. Maintenant, les États même doivent mettre en place quand même des programmes spécifiques en tenant compte des enjeux de développement de leur pays. Voilà, donc leur pays. Donc, si les gouvernants ne font pas cet effort-là, alors nous allons former des journalistes et ils ne seront pas en mesure de travailler.
Autre chose aussi à noter fondamentalement dans l'enseignement supérieur, surtout quand je prends le cas des universités publiques. Vous savez que nous oublions aussi que les facultés dans les universités qui font plus de diplômés ne font pas directement les gens pour le marché de l'emploi. Quand vous sortez d'une faculté, il faut aller maintenant apprendre le métier. Ça veut dire que quand vous sortez même de la faculté de droit, maintenant va apprendre le métier. Si vous voulez devenir notaire, avocat, magistrat ou bien notaire ici, il faut aller maintenant apprendre le métier. Les jeunes ne comprennent pas ça aussi. Quand vous sortez même de la faculté de gestion, il faut aller maintenant dans les cabinets spécialisés pour qu'on vous apprenne le métier. Mais quand les jeunes terminent les études, parfois ils pensent qu'ils ont déjà le diplôme, ils peuvent maintenant aller travailler, ils restent à la maison, ils ne font plus d'efforts. Ils ont besoin maintenant des formations certifiantes pour pouvoir s'adapter, pour apprendre le métier. Et ça aussi, nombre de diplômés ne connaissent pas cette réalité. Donc, nous devons attirer l'attention des jeunes pour leur faire comprendre que, quels que soient les programmes des universités, il faudrait qu'ils sachent qu'après les facultés, ils doivent aller suivre des formations relatives au métier qu'ils veulent entreprendre. Voilà. Ça veut dire aujourd'hui qu'on est en train de quand même vanter le CAMES comme étant cette grande institution dont, si votre école est reconnue par le CAMES, tout le monde applaudit, tout le monde est très fier. Mais au fond, c'est un gros vide. Ah, bien sûr, je ne dirais pas un gros vide, mais puisque CAMES, l'objectif c'est d'assurer la qualité de l'enseignement. Même parfois les dossiers, même pour les écoles, surtout quand je prends au-delà de l'accréditation, il faut un bon programme, il faut des bons enseignants. La manière même dont les cours sont donnés, je crois que c'est à revoir. C'est très important. Oui, mais le CAMES donne des orientations, donne des directives. Mais la question est de savoir, est-ce que les filières que nous avons, les spécialités que nous avons, même le contenu, est-ce que cela répond vraiment aux enjeux de développement? C'est la grande question. Pourquoi c'est que l'homme est au centre du développement. L'enjeu de l'Afrique aujourd'hui, c'est son développement. Alors, donc, l'Afrique a besoin de bien former ses citoyens. Donc, il faudrait que les programmes de formation soient en adéquation avec les enjeux de développement du pays. C'est ça notre préoccupation. Si nous ne formons pas des ressources humaines qualifiées pour pouvoir travailler dans le sens de booster le développement de notre continent, alors nous allons former des diplômés, mais pas les compétences capables de pouvoir travailler dans la dynamique de développement de notre continent. Alors, vous nous amenez à toucher exactement le second sujet que nous évoquons ce soir, l'enseignement supérieur, relever le défi de l'adéquation formation-emploi. Pascal Lac-Bouvet, ça fait très longtemps qu'on évoque ce sujet, adéquation formation-emploi, mais on n'y est toujours pas. Pourquoi, selon vous? Oui, parce que, vous savez, l'État, fondamentalement, investit énormément dans l'éducation des jeunes. Ça, c'est une bonne chose. Les parents, de même que les parents. Mais comme je l'ai dit, parfois, pour certaines formations de qualité, comme je le dis, au niveau supérieur, on se dit que les facultés qui engagent, qui font plus de diplômés, ne font pas les diplômés directement pour le marché de l'emploi. Ça veut dire que quand un jeune sort d'une faculté, il ne doit pas aller directement dans une entreprise. Normalement, il a besoin d'apprendre d'abord le métier. Ça aussi, nous ne savons pas. Ça, c'est un premier enjeu. Deuxième enjeu, est-ce que les contenus des programmes répondent vraiment aux attentes des entreprises? Ce qui est donné aux jeunes à l'université. Est-ce que cela répond vraiment aux attentes des entreprises? Vous savez, les entreprises sont sur un marché de concurrence, de forte concurrence aujourd'hui. Ce qui fait que les entreprises introduisent dans leur système de gestion des nouvelles méthodes de travail ainsi que les outils modernes pour pouvoir accroître leur productivité et améliorer la qualité de leurs services ou bien de leurs produits. De leurs produits. Donc, si les jeunes à l'école n'apprennent pas ces nouvelles méthodes, ni les nouveaux outils, alors ils vont avoir le diplôme, mais une fois qu'ils vont arriver dans l'entreprise, ils ne pourront pas travailler. Parce que ce que vous avez appris à l'école, c'est la théorie. Ce sont les concepts développés. Même s'il y a les cas pratiques, ces cas pratiques ne répondent pas parfois forcément aux réalités de l'entreprise. Donc, pour que les universités puissent relever ce défi, il va falloir que les professionnels interviennent dans l'éducation. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement par les professionnels. Par les professionnels. Pas seulement par les professionnels, mais il faudrait que par moment, les professionnels participent à la formation des jeunes dans les universités pour leur permettre de découvrir certaines réalités de terrain. Donc ça ne peut pas marcher. Mais pourquoi les professionnels n'arrivent pas à intervenir régulièrement? Parce que les professionnels sont chers pour l'État.
C'est ça, ce sont les professionnels sont très chers. Un professionnel, ses honoraires sont plus élevés qu'un professeur de l'université simple. Donc, l'État n'arrive pas vraiment à faire intervenir les professionnels. Donc, voilà un peu quelques réalités. Et aussi, il faudrait que, je ne sais pas si je peux aborder en même temps les solutions, il va falloir que les parents aussi orientent mieux les jeunes. Les jeunes, oui. Parce que les jeunes... Mais est-ce que déjà, les parents eux-mêmes sont aguerris, sont formés à ça? Eux-mêmes ont été désorientés, donc ça va être difficile qu'ils orientent. Justement, parce que les parents oublient qu'aujourd'hui, avec la technologie, il y a certains métiers qui vont mourir, qui meurent, et d'autres qui vont mourir dans quelques 2-3 ans, et d'autres métiers vont naître. Oui. Donc, si les parents ne sont pas aux aguets de cette information pour pouvoir anticiper cette tendance-là, ils vont investir dans l'éducation de leurs enfants, mais ils vont faire des investissements infructueux, c'est-à-dire que c'est un investissement non rentable. C'est pourquoi aujourd'hui, les parents ont besoin des experts pour les aider à mieux orienter leurs enfants. Donc, de nos jours, il n'est plus question de dire que j'ai payé les frais de scolarité de mon enfant, je l'ai envoyé à l'école. La grande question, est-ce que vous l'avez envoyé pour aller se faire former dans un domaine qui sera porteur demain. Alors aujourd'hui, il y a quand même des centaines d'écoles qui naissent toutes les années et l'État qui donne ses accréditations pour ces écoles. Pourquoi l'État ne devient pas, par exemple, plus exigeant? On forme chaque année dans telle filière, dans telle autre filière. Nous n'en avons plus besoin. Voici ceux dont nous avons besoin et c'est de ces écoles dont nous avons besoin. Oui, vous posez des questions de fond, mais il faut noter ceci, qu'il y a certaines filières, même que certaines écoles privées ont, que l'État même n'a pas encore créé. Donc, parfois, c'est difficile. Bon, vous savez, il y a aussi l'aspect entrepreneurial, c'est que les gens ont l'argent, ils veulent investir, il faut leur donner l'accréditation. Et ils vont donner la formation. Je ne dis pas que les formations données par les universités privées ne sont pas bonnes. Même parfois, c'est mieux que certaines formations données à l'université publique parce que il y a des professionnels qui interviennent dans ces écoles privées-là. La grande question est de savoir, est-ce que même ces programmes de formation sont bâtis en fonction d'une vision claire du développement du pays? Ça, tout part de là. Est-ce que nous avons une vision de développement qui nous oblige à définir des stratégies cohérentes autour desquelles nous devons bâtir un programme de formation des citoyens? Si nous ratons cette partie-là, ça veut dire que nous allons toujours former des diplômés, mais qui ne seront pas utiles pour le développement du pays parce qu'on ne sait pas quelles sont les priorités aujourd'hui. Il faut aussi faire une veille, il faut faire des études pour anticiper les tendances, pour dire d'ici 3 ans, 5 ans, 10 ans, quels sont les nouveaux métiers qui vont naître. Si nous ne faisons pas ces études-là et que nous continuons toujours par évoluer dans le système classique, alors nous allons investir dans l'éducation des enfants, mais à la fin, on se rendra compte que ces investissements ne sont pas rentables. Alors, on a aussi un autre problème qui se pose le plus souvent, c'est que à la fin du cursus de formation, les jeunes se rendent compte que oui, j'ai été bien formé, mais comme vous l'avez dit, soit je ne réponds pas aux besoins de l'entreprise ou les entreprises n'ont plus de place, mais je n'ai pas reçu la formation entrepreneuriale. Oui, ça c'est la grande question, parce que vous savez, le système... Moi, si vous permettez, moi j'ai l'habitude de dire, à l'école, on nous a tué le temps à nous enseigner à écrire des lettres de demande d'emploi, mais jamais à entreprendre. Oui, c'est vrai. Non, Samuel, c'est une vérité. Vous savez que moi, je suis dessus là depuis plusieurs années. Fondamentalement, c'est une réalité. La manière dont les cours même sont donnés, il faut intégrer l'entrepreneur systématiquement dans le système éducatif, même s'il le faut même pas du cours primaire. Aujourd'hui, on ne va pas à l'école pour avoir des diplômes pour l'État ou bien pour une entreprise. On va à l'école pour avoir un background, pour pouvoir réfléchir, pour mieux comprendre l'environnement dans lequel on est, pour savoir ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Alors si déjà l'éducation est orientée comme ça, le jeune comprendrait qu'il n'est pas à l'école pour l'État. On dit que oui, il va faire le travail des Blancs. Dans notre langage, on dit que Vaudor, voilà. Vous comprenez un peu? Les parents doivent comprendre qu'aujourd'hui, on n'envoie plus les enfants à l'école pour venir faire le travail de Blancs. Les Blancs sont partis depuis 1980, après notre indépendance, ils sont partis. Maintenant, c'est le travail de Noirs, donc le travail du Togo. Vous comprenez un peu? Donc, le gouvernement, au lendemain des indépendants, vous savez que les gouvernants avaient besoin d'un personnel administratif. Et donc, les programmes éducatifs étaient basés essentiellement sur ce besoin-là. Donc, aussitôt, il y a eu saturation dans la fonction publique. Donc, très tôt, on aurait pu convertir, on aurait pu changer le système éducatif pour former maintenant des entrepreneurs. Parce que c'est le secteur privé qui crée de la richesse, donc il faut soutenir le secteur privé. La question fondamentale, est-ce que les programmes de formation que nous avons aujourd'hui sont axés sur le développement du secteur privé?
C'est ça. Ouais. Donc, si nous voulons régler ce problème de manière durable, il va falloir que l'entrepreneuriat, la culture, l'innovation, la culture de l'innovation, de créativité soit enseignée, c'est-à-dire que développée dans le système éducatif pour que les jeunes qui vont sortir du système éducatif soient en mesure de pouvoir créer leur propre entreprise et de pouvoir développer des affaires. Parce que l'enjeu, même les crises sociopolitiques que nous avons aujourd'hui dans nos États, sont dus essentiellement à ces besoins sociaux, à ces besoins sociaux. Vous comprenez un peu, les jeunes sont chômés. Donc, il faudrait que les gouvernants pensent à l'avenir et pour penser à cet avenir-là, il faut tenir compte des enjeux actuels et savoir comment orienter l'éducation pour que demain, les problèmes sociaux soient réglés. On le dit tellement, mais est-ce que vous avez le sentiment que l'État, qui est quand même la principale personne qui doit donner l'orientation, écoute? Oui, je crois qu'ils écoutent, ils sont conscients, mais je ne sais pas s'il y a la volonté vraiment de changer les choses, c'est ce que je peux dire. Est-ce qu'il y a la volonté de changer? Et je me demande, est-ce qu'ils mesurent un peu l'enjeu? La grogne sociale que nous assistons maintenant, tout ce que nous vivons maintenant, c'est dû au problème de chômage, de pauvreté. Et donc, parce que, pourquoi il y a trop de pauvreté dans nos familles? Parce que quand les jeunes, on a dépensé tout l'argent, peut-être la grande partie des ressources de la famille pour assurer l'éducation du jeune. Après ce diplôme, il devient encore une bouche à nourrir. Alors que les parents sont à la retraite ou bien ils sont à un âge avancé. Alors, du coup, c'est que les ressources deviennent maigres. Donc, ça entraîne la pauvreté. Donc, il faut fondamentalement agir sur cet aspect de la chose pour que demain, nous puissions réduire considérablement le taux de chômage des jeunes. Alors, sur le problème même de l'adéquation entre la formation et l'emploi, vous qui êtes vraiment dans le domaine de l'entrepreneuriat, quels sont aujourd'hui, que ce soit au Togo ou en Afrique, les secteurs qui véritablement peuvent porter le développement du continent et de nos pays? Chez nous, fondamentalement, il faut développer l'agro-business et également le secteur des TIC. Voilà. Donc, TIC. Parce que le TIC aujourd'hui intervient de manière transversale dans tous les secteurs d'activité économique. Également, le secteur de base pour booster notre économie, c'est l'agriculture. Il faut la production végétale, la production animale, il faut la transformation, la commercialisation. Donc, il nous faut installer une chaîne de valeur au niveau de ce secteur pour pouvoir créer des entreprises viables, capables de générer des ressources suffisantes et durables pour booster l'économie de nos pays. Parce que ce sont ces entreprises-là qui vont générer des revenus, qui vont même aider l'État à disposer des ressources pour faire face au programme de développement du pays. Mais sur le domaine même de l'agriculture, pendant longtemps, ça a été présenté aux jeunes comme une corvée, une punition. Du coup, personne véritablement ne s'intéresse. Malheureusement, c'est ça. Parce que, mais imaginons un peu, quand nous-mêmes quand nous sortons, nous allons dans le supermarché, nous prenons des jus importés. Oui. Alors que nous avons des terres ici, il y a des jus, des fruits qu'on peut, des arbres qu'on peut, tout ça là, on ne le fait pas. Mais fondamentalement, je demande parfois aux jeunes, quand je vais à l'université pour faire des communications, je leur demande, mais vous êtes en train de former à l'université pour aller travailler où? Si ce n'est pas pour produire, pour pouvoir répondre aux besoins de la société. Et notre grand besoin, c'est l'alimentation, la nourriture. Si nous ne pouvons pas nous investir dans la production pour pouvoir assurer notre autosuffisance alimentaire, mais ça, c'est du chaos. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas construire de l'avion, on ne peut pas construire des bateaux, tout ça là. Mais les pays industriels, les pays émergents ont pu développer leur programme économique et technologique pour produire des choses comme ça. Nous, ce qui nous reste, c'est l'agriculture. Il faut développer l'agriculture. Il faut maintenant former les jeunes dans le domaine de la nouvelle des technologies de l'information et de la communication. Parce que ce secteur va booster les autres secteurs. Que ce soit santé, que ce soit agriculture, que ce soit éducation, les TIC vont jouer un grand rôle. Donc, les jeunes, aujourd'hui, ne doivent pas être formés seulement sur les programmes Word et Excel. Non, c'est-à-dire que non. Mais il faut former les développeurs d'applications. Il faut former des ingénieurs informaticiens. C'est-à-dire que, dans l'informatique, il faut développer ces programmes. Dans les lycées, déjà, on doit commencer par former des développeurs d'applications. Comme le Maroc l'avait fait en ce temps, le gouvernement a lancé un programme de formation de 10 000 développeurs d'applications, ingénieurs. Le Togo aujourd'hui peut dire, d'accord, d'ici 5 ans, on veut former par exemple 5 000 développeurs d'applications. Parce que ces jeunes vont booster notre pays. Donc si on n'a pas ces grands projets-là, je crois que nous allons toujours tâtonner. Nous savons qu'il y a des enjeux, mais on n'arrive pas à agir de manière prompte pour régler les problèmes. Est-ce que tout cela ne relève pas de la vision politique ?
Mais comme je vous le dis, c'est ça. Il faut une vision de développement, une vision politique, une vision de développement du pays. Tout est axé sur ça. Parce que les dirigeants, c'est eux qui définissent les grandes orientations du pays. La politique nationale de développement est définie par le gouvernement. Et donc, il faudrait que une vision claire soit définie pour le pays et maintenant mobiliser les autres acteurs, que ce soit les acteurs du secteur privé, la société civile, autour de cette vision-là pour vraiment travailler en synergie afin de booster le développement du pays. Malheureusement, aujourd'hui, on ne le constate pas dans les faits. Ce qu'on voit, comme on le dit toujours, on fait le diagnostic, ça ne répond pas aux besoins. Est-ce qu'il appartient aux demandeurs, c'est-à-dire les jeunes eux-mêmes, de dire voici ce que nous voulons maintenant? Les jeunes le disent tout le temps, ce n'est pas maintenant, les jeunes le disent tout le temps. Et il y a aussi un fait, il y a un conflit intergénérationnel, entre les aînés et les jeunes et la nouvelle génération montante, vous comprenez un peu? Et donc les aînés, ils sont surpris par la technologie, et ils sont surpris par les nouveaux enjeux, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à s'adapter. Alors, ils occupent des postes clés, ils ont quand même des acquis. Donc, il y a un peu de guerre entre les aînés et les jeunes. Donc maintenant, il faut trouver un mécanisme pour servir de pont, pour amener la nouvelle génération montante aussi à bénéficier des atouts des aînés et permettre aussi aux aînés de bénéficier de la nouvelle connaissance des jeunes. Et il faudrait que les jeunes aussi soient sensibilisés pour ne pas être trop pressés, parce que les jeunes aussi, parfois, ils sont trop pressés. Parce que nos aînés, nos parents, ils occupent des postes clés, ils ont quand même un background solide. Ils sont expérimentés, mais il va falloir qu'on négocie quelque chose, on négocie avec eux pour qu'il y ait transfert de compétences. Voilà. Donc, ce travail est à faire. Si on n'arrive pas à le faire, la tension va toujours demeurer. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui a une vision, qui veut faire avancer vite les choses. Les aînés disent non, il ne faut pas nous bousculer. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à ces nouvelles donnes de développement. Voilà. Ça veut dire quoi? Il faut maintenant un futur négocié? Oui, il faudrait que nous puissions dépassionner le débat. Il faudrait qu'on se retrouve autour d'une table pour poser clairement les problèmes de développement de notre pays. C'est-à-dire que nous tous ne sommes pas satisfaits. Même les membres du parti au pouvoir et les membres du parti de l'opposition, je crois que personne n'est satisfait. C'est-à-dire que personne n'est satisfait. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que, je connais, nous sommes sur le terrain, nous vivons les réalités. Quand vous êtes dans les communautés, là où même le parti au pouvoir a plus de voix, vous verrez qu'il y a encore des souffrances, de la pauvreté qui sévit là-bas. Ça veut dire que les gens même qui sont pour le pouvoir, certains même sont lésés. Même au niveau de l'opposition. Ça veut dire que le problème du Togo, bien notre problème, ce n'est pas problème de personnes, mais de partis politiques, mais un problème d'intérêt national. Ça veut dire que quand on se retrouve, il faut vraiment poser clairement le problème pour dire que notre situation actuelle n'est pas bien, n'est pas normale. Il va falloir qu'on puisse changer la donne. Alors pourquoi sommes-nous dans cette situation? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que tout le monde soit heureux? Je crois que si nous posons le problème comme ça, il faut quand même de l'humilité, il faut quand même être honnête pour dire que quelque part, ça ne va pas, on peut changer, on doit changer.